moi, avec la suite de cette étape du deuil. Donc on est à l'étape 4, la dépression, la réflexion et le sentiment de solitude immense. Là, je pourrais parler pendant 3 heures à ce sujet-là. Je vais essayer de le garder court quand même parce que je viens de faire 2 mini-vidéos et que ça va prendre toute la journée à charger. Soit. On pensait être déprimé au maximum déjà avec les étapes précédentes. Eh bien, désolé, mais ça empire encore. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore arrivé au stade d'acceptation, de se dire, ben, ok, je vais vivre avec cette maladie, qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie soit la moins abominable possible. Tourner en quelque sorte la page sur le chapitre ancien moi et ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau moi plus fibro. Et donc à ce stade-là, c'est vraiment, on voit vraiment tout en noir. Il faut vraiment faire super attention à ce moment-là à nous-mêmes et à nos réactions parce que la première tendance, c'est d'en vouloir à tout le monde autour de nous, qu'ils puissent continuer leur vie continue comme avant et qu'eux ils n'ont pas mal et nous on a mal et qu'ils s'attendent à ce qu'on continue nous aussi comme avant quelque part. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore l'expérience, le vécu et les mots nécessaires à expliquer ce qu'on est en train de subir nous-mêmes. On n'a peut-être même pas encore la compréhension réellement de ce qu'on est en train de subir nous-mêmes. Et donc la première réaction, c'est autant on puisse aimer les gens qui sont vraiment directement autour de nous, nos plus proches, mais ce sont eux qui vont en prendre plein la figure si on ne fait pas attention. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut veiller parce que la douleur continuelle, encore une fois, je sais bien que je répète, mais c'est vrai, c'est comme ça. Chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque journée, ça peut euh, avoir vraiment un effet fort négatif sur la manière dont on démarre au quart de tour et qu'on perçoive des provocations, il n'y en a pas. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui nous dit j'espère que tu iras mieux bientôt et on devient super agressif. Donc il faut vraiment faire attention. C'est pas de leur faute qu'ils souffrent pas, c'est pas de leur faute qu'on a été projeté contre un mur et qu'on a été stoppé net dans ce qu'on faisait. Enfin, dans mon cas, c'est comme ça parce que j'ai traîné des migraines chroniques toute ma vie. On m'avait dit que c'était héréditaire. J'ai eu des douleurs de croissance qu'on a aussi mis sur douleurs de croissance. Enfin, j'ai eu les symptômes de la fibrose, je dirais, toute ma vie. Mais vraiment, c'est en 2005 que ça s'est déclenché au point que je ne puisse plus travailler parce que déjà au niveau trouble cognitif, la traduction, c'était pas évident du tout. Et au niveau rester assis sur une chaise, ben, hier j'ai fait peut-être 1 heure de vidéo avec des pauses café, etc. entre eux. Et je me suis retrouvée à ne plus savoir bouger, donc je ne pourrais plus faire un travail de bureau, même chez moi. Mon portable, mon ordi portable, pas mon GSM, parce que je suis belge, n'oubliez pas les Français, you. Vit sur mon lit parce que c'est le seul endroit où je peux rester plus que 5 minutes. Enfin, il faut changer de place toutes les 10-15 minutes, ça c'est d'office. Enfin, soit je diverge. Euh, Personnellement, ça m'a pris d'un coup sec vraiment où je ne pouvais plus gérer les symptômes et donc j'ai eu l'impression de passer de l'âge d'une quarantaine d'années à 80 ans sur l'espace de 3 mois et c'est très dur à encaisser pour quelqu'un d'hyperactif. Et c'est vrai que la fibro en général, en règle générale, dans 90%, enfin 90% pour vous autres, des cas frappent des gens qui étaient hyperactifs, qui bossaient, qui avaient des gosses, qui géraient une vie super remplie et tout. Et donc l'impact psychologique est encore pire. Euh, on se sent incompris, c'est normal, parce qu'on ne se comprend déjà pas soi-même à ce moment-là, et donc fatalement les autres autour de nous nous comprennent encore moins, parce qu'on change radicalement, parce que se lever avec le sourire au saut du lit, c'est déjà plus un saut du lit, c'est plutôt tomber du lit, ou sortir à 4 pattes du lit.
Enfin, ça modifie le caractère, ça modifie le comportement, ça modifie beaucoup de choses et c'est super, super, super déprimant. Donc, il faut absolument, si vous êtes désespéré, encore une fois, je répète, ne pas hésiter, même si on a une allergie aux psy comme moi, mais il faut demander de l'aide, il faut aller la chercher, il y en a. Il y a, enfin, du moins, en Europe, on est quand même gâté à ce niveau-là. Au niveau accès aux soins de santé, il faut. Au pire, si vous ne voulez pas faire appel à des professionnels, parlez, recherchez sur Facebook, sur Google, sur où vous voulez, des forums de personnes qui ont la même maladie, parce que c'est toujours réconfortant de savoir qu'on n'est pas seul. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là sur la déprime, etc. Je reprends mes notes parce que je suis passée 100 pages, évidemment. Ben voilà, donc une fois qu'on a maîtrisé un petit peu cette déprime et qu'on arrive à ne pas faire de nos proches la cible de nos sautes d'humeur, on est presque à l'étape 5. Alors l'étape 5, c'est le début d'un nouveau départ. Vous pouvez visualiser ça un petit peu comme si vous coulez dans la grande profondeur d'une piscine, ce qui m'horrifie déjà parce que ça c'est une de mes phobies, c'est de me noyer. Et que quand vous arrivez dans le fond, vous donnez le petit coup de pied qui commence à vous remonter vers la surface. C'est la première étape, je dirais, vraiment positive dans le cheminement. On s'est isolé, on a ruminé, on a broyé du noir, on, on a contemplé probablement la plupart d'entre nous le suicide ou on a même essayé. Et là maintenant, on commence à se résigner au fait qu'il va falloir vivre comme ça et on arrive à se reprendre en main. Encore une fois, ces étapes peuvent passer très très vite de 1 à 7, comme ça peut durer une éternité. Donc c'est pour ça que je veux absolument que ces vidéos soient en ligne, pour essayer d'aider un maximum de personnes à franchir ces étapes le plus vite possible. Parce qu'une fois qu'on est arrivé à l'acceptation, c'est pas pour ça qu'on a gagné, c'est quand même encore un travail de tous les jours. Mais au moins on peut de nouveau apprécier certaines choses dans la vie, même s'il y a toujours cette douleur omniprésente, cette culpabilité, qu'on ne fait pas tout ce qu'il faudrait faire sur une journée à notre âge, et on peut quand même voir de l'avant et faire des projets, et voilà. Donc, il faut commencer à se reconstruire. On se rend à l'évidence, on s'adapte, on adapte peut-être notre méthode de travail, notre méthode de tâches ménagères, notre gestion du sommeil, notre gestion du repos. On va commencer légèrement à mettre en place une réorganisation qui est déjà le début de l'acceptation. Ça, c'était l'étape 6, évidemment, la reconstruction, parce que comme je regarde par mes notes, je saute d'un truc à l'autre. Donc voilà, donc vous avez sauté 2 étapes en 2 minutes, vous avez gagné beaucoup de blabla dans l'histoire. Et puis on arrive à l'étape 7 qui est l'acceptation et l'espoir. C'est quand même la plus belle des 7 étapes à franchir, bien que accepter le fait que ce compagnon, je dirais, indésirable, va rester scotché à nous, quoi qu'on fasse ou qu'on aille, on ne peut pas s'enfuir, on ne peut même pas prendre 5 minutes de paix, dire toi tu restes dans ton coin, moi dans le mien, il est accroché à nous dans toutes nos molécules, dans toutes nos pensées, dans tous nos gestes, mais on peut vivre avec. C'est un travail de tous les jours. Je dirais ici, j'ai peut-être pas insisté assez sur le fait que j'en ai même pas parlé du tout, je pense. Une des clés majeures de pouvoir vivre avec la fibro, c'est de gérer son stress. Il faut absolument, absolument, absolument arriver à se mettre dans un cocon où le stress des autres ne nous atteint pas. Alors c'est facile à dire, je sais. Quand on a des petits gosses, c'est vraiment un effort monumental. Déjà en temps normal quand on n'est pas malade. Quand on a des ados, n'en parlons même pas. Mais il faut y arriver parce que 5 minutes exposées sans
barrière au stress de quelqu'un ou au stress d'une situation où on ne le maîtrise pas, on ne le gère pas et on ne le bloque pas, ça peut valoir 2 jours au lit ou du moins devoir tripler la dose d'antidouleur parce que waouh. Donc c'est vraiment quelque chose, ma belle-fille me demandait souvent quand j'allais chez elle, parce qu'elle a la fibre aussi et mon fils aussi, pour m'occuper des filles pendant qu'elle allait chez le kiné, comment tu fais pour pas t'énerver quand les jumeaux t'appellent toutes les 10 minutes. Elle me dit, moi ça me rendrait dingue. Je dis, oui, ça pourrait, mais si me laisse atteindre par ça, ben, je ne sais plus conduire pour rentrer chez moi. Donc il y a un moment où il faut arriver à faire la part des choses. Mais ça c'est valable même quand on n'a pas une maladie chronique, j'ai envie de dire aussi. Hein. Le stress, c'est quand même quelque chose de super nocif pour plein de choses. Enfin, soit. Donc quand on en arrive à l'acceptation, on se dit, ok, saleté de maladie, partenaire de vie non désiré qui s'est incrusté, ok, je vais pas m'en débarrasser, mais c'est pas toi qui vas me dominer. Tu es là, je sais pas te faire partir, mais c'est pas toi qui va diriger ma vie, c'est moi qui vais la diriger. Encore une fois, très facile à dire et ça marche que par moment. Hein. Même moi je dis ça, mais c'est parce que je vais pas vraiment vous faire des vidéos des jours où je suis dans mon lit en train de demander qu'on me foute une balle dans la tête parce que là il n'y a plus moyen. Je vais plutôt vous donner des vidéos d'espoir où je fais un petit effort et je me maquille même pour vous. Voilà. De toute manière, ne perdez pas espoir parce que maintenant que la fibromyalgie a été reconnue par quand même la plupart de la médecine, même si dans certains pays, comme en France par exemple, on refuse vraiment de l'accepter officiellement, il y a de plus en plus de médecins qui diagnostiquent des fibromyalgies. À ce sujet-là, quand même, faites attention, faites demander aussi un test approfondi, pas la prise de sang basique, mais le test approfondi pour la thyroïde, parce que des dysfonctionnements de la thyroïde peuvent donner quasi tous les mêmes symptômes que la fibro, et il suffit de prendre un petit rectificatif hormonal pour que ça disparaisse. Donc ne vous laissez pas non plus diagnostiquer par erreur. À savoir aussi, petite parenthèse, on est tous déficients en vitamine D principalement, mais en d'autres vitamines aussi, les vitamines B. Au niveau des cheveux, c'est l'horreur. Donc moi, je prends des vitamines pour les cheveux, des complexes vitaminés 365 jours par an, parce que sinon, ben, ils tombent par paquet comme si je faisais de la chimio. Et donc, quelque part, ça compense un petit peu mon niveau de toutes les vitamines, mais quand même, quand je fais une prise de sang, je suis à 0 au niveau de la vitamine D, même en plein été où je prends ma dose de soleil tous les jours. Donc, veillez bien là-dessus, au niveau des vitamines, parce que le manque de vitamine D empire fortement les douleurs musculaires, par exemple. Donc, prenez espoir, un remède, il y en aura un, parce que les pharmaceutiques ont trop à y gagner. Donc là, je suis sûre qu'il y a plein de labos qui font des recherches intensives en ce moment. C'est une étape géniale, l'étape de l'acceptation, mais il faut quand même faire attention à ne pas se placer des espoirs non fondés ou irréalistes. Vous avez déjà certainement, et ça fera partie aussi de ma vidéo sur tout ce qu'il ne faut pas dire à quelqu'un qui a une maladie chronique, mais vécu le scénario. Ah oui, le cousin de la petite fille du facteur de ma voisine a ça, et elle a été guérie, il suffit de prendre ça. Ou j'ai vu à la télé qu'on disait que si tu bougeais ou ci ou ça, enfin bref, vous connaissez le topo. Vous l'avez déjà entendu 100 000 fois sans doute. Non, il n'y a pas de remède miracle. Non, il n'y a pas des gens qui sont subitement guéris. Des gens qui disent qu'ils ont été subitement guéris, en général, c'est parce qu'ils ont eu un diagnostic erroné de fibromyalgie et qu'après on a trouvé que c'était leur thyroïde ou autre chose et que donc fatalement ils ont été guéris de la fibro parce qu'ils n'ont jamais eu. Ce qui est vrai, c'est que j'ai vu quand même pas mal de témoignages sur les sites anglophones des personnes qui sont rentrées en rémission pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Ça peut arriver. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas aux autres.
Mais on va trouver un symptôme à un moment ou un autre, mais il ne faut pas non plus se dire ah, je vais essayer ça. Méfiez-vous parce que ça, c'est super déprimant. De passer le cheminement, d'essayer tout ce que les gens vous disent qui marche, et puis vous retrouvez que ça ne marche pas parce que chaque fois, c'est un espoir qui est, qui est déçu, qui est non fondé et qu'il faut chaque fois se ramasser à la petite cuillère après. Donc il vaut mieux partir dans l'optique, il n'y a rien qui va marcher, mais je vais quand même essayer, plutôt que l'inverse. Euh, il y a évidemment plein de choses qui peuvent atténuer les symptômes. Maintenant, ça dépend de quels symptômes vous souffrez principalement. Il y a des gens qui ont la fibrose qui n'ont pas trop de douleur en fait, qui ont plus le côté fatigue chronique ou les autres symptômes dont il y en a plus d'une centaine et qu'on reprendra petit à petit. Euh, mais principalement, c'est la force mentale qui va faire que vous vivez plus ou moins bien votre maladie. Dans le sens où moi je suis convaincue, encore une fois, je parle dans mon cas personnel et pas d'une généralité, mais que quand ma force mentale est érodée petit à petit par plein d'autres trucs qui se passent dans ma vie et par le fait de cette douleur qui est constante, qui est sans relâche. Pour le moment, ça fait là, maintenant, la 6e semaine que j'ai l'impression que j'ai un pieu enfoncé dans l'articulation de mon épaule gauche ici. C'est juste les hausses, les épaules comme ça, c'est un éclair de t'aurais pas dû faire ça. C'est dur, donc ça érode, ça mange, ça ronge. La force mentale, il y a un moment, il n'y en a plus. Je me demande jusqu'à quel point la douleur varie vraiment en intensité ou c'est juste le fait que ma capacité à l'ignorer, à la gérer, à la dominer qui diminue avec le temps et il faut que je me rebooste un petit peu mentalement. À ce niveau-là, je ne sais pas, mais c'est ma théorie en tout cas. Je voudrais aussi un peu insérer un petit point de vue quelque peu cynique au niveau des pharmaceutiques, qui sont ceux qui financent quand même la plupart des recherches pour des remèdes, pour des médicaments et autres. C'est que il faut quand même se méfier, personnellement en tout cas, moi c'est ce que je fais, je me méfie d'eux parce que c'est pas dans leur intérêt de guérir un patient. Dans le sens où un patient guéri est un patient perdu. Parce que financièrement, je veux dire, on ne va plus acheter de médicaments si on est guéri. Donc c'est plus dans leur intérêt de faire des recherches sur des médicaments qui vont atténuer les symptômes et rendre la vie vivable, mais que tu vas devoir prendre à vie, comme ça tu es sûr que tu as un abonnement et que tu vas remplir leur poche continuellement, plutôt que de trouver quelque chose où tu vas peut-être payer pendant 3 mois un médicament et puis après tu es guéri et merci beaucoup monsieur le pharmaceutique. C'est pas dans leur intérêt financier et ce ne sont pas vraiment des gens qui vivent de compassion. Donc voilà, ça c'est ma petite parenthèse sur les médicaments. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? On va tous quelque part trouver notre équilibre mental, émotionnel et médicamenteux ou traitement, etc. Euh, Chacun est différent, c'est ça qui rend très difficile le traitement et pour les rhumatos par exemple qui doivent nous soigner parce que ma fibro n'est pas la même que celle de ma fille, que celle de mon fils, que celle de mes amis. Chacun la vit différemment. Déjà la mienne, elle change tous les jours. Donc j'ai des douleurs que j'appelle résidentes, qui sont permanentes, qui sont les muscles sous-clavier, mes clavicules, mon pouce gauche par exemple. Heureusement, je suis droitière. Et souvent, le fait de porter des lunettes, pourtant, vous voyez, elles sont toutes légères, mais ici, j'ai l'impression d'être comme Frankenstein, là, avec ses boulons continuellement vissés dans mon crâne. Euh, et alors, j'ai des trucs variables qui, tous les jours, il faut attendre de me réveiller pour voir ce qui s'est installé pendant la nuit, qui peut rester pendant de 2-3 heures à 2-3 semaines, à 2-3 mois. Mes talons d'Achille, par exemple, qui craquaient comme des os, ça a duré 18 mois. Je m'étais résignée au fait que ça c'était une douleur qui était devenue résidente et en fait elle est partie, donc ouf.
ça termine un petit peu ma petite explication des étapes à franchir. J'espère que ça vous aura aidé pour ceux qui sont tout au début du processus à comprendre les étapes par lesquelles vous allez passer. Que ça va vous aider à affronter cette horreur quotidienne et que ça va vous donner de l'espoir. Si pas, ben, je suis vraiment désolée. Il faudra attendre la vidéo suivante pour vous rebooster un petit peu. Je fais mon possible, bon, je ne suis qu'à moi toute seule. Il y a des milliers de personnes qui vivent comme nous, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Je ne vais pas vous bassiner avec les statistiques parce que le temps que je les lis, je les ai déjà oubliées, donc voilà. Mais je sais qu'il y a énormément de personnes. Il ne faut pas oublier non plus que les hommes souffrent de fibromyalgie aussi. Dans les statistiques, ils disent qu'il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes, mais moi je pense que c'est surtout pour une raison de diagnostic, pas une raison du fait de l'avoir, dans le sens où malheureusement les hommes sont encore élevés à devoir être les durs, à ne pas pouvoir se plaindre, à ne pas pleurer, enfin bref, si tu es un homme, voilà. Et donc ils vont consulter beaucoup moins vite pour des douleurs chroniques, ils vont plutôt mordre sur leur chic et se dire bah, je suis un homme, j'ai qu'à encaisser. Je pense que c'est ça qui fait énormément de la disparité dans le nombre de diagnostics d'hommes aussi. Je connais plusieurs hommes qui souffrent de la fibro et courage, on sait que vous êtes là aussi. Il faut pouvoir parler aussi à des gens qui souffrent de la même chose que nous, parce que ne pas devoir expliquer qu'on vient de dormir 12 heures et qu'on est aussi crevé que si on n'avait pas dormi pendant 24 heures, ne pas devoir expliquer que là je suis en train de te parler sur le chat ou par email et puis tout d'un coup je disparais pendant 3 heures et puis je reviens et je m'excuse même pas. Tout ça c'est des choses qui sont on peut passer sur tout ça. On sait bien que si on parle à quelqu'un qui a la même chose que nous, il va pas nous dire j'espère que tu iras mieux bientôt et tout le truc qui nous agace suprêmement. Donc parler avec des gens qui vivent la même expérience que vous, ça permet de garder de l'espoir, ça permet de rester positif et de garder un peu d'humour. Il faut surtout garder de l'humour. D'ailleurs, je crois que je vais un peu me déguiser chaque fois que je fais une vidéo comme ça vous fera rire. Un dernier petit mot aussi au sujet de est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas à nos proches. Eh bien, j'ai envie de dire, il faut en parler, il ne faut pas les bassiner toute la journée avec j'ai mal, parce que de un, ça nous conditionne psychologiquement nous-mêmes à être négatifs. Et en plus de ça, ça n'avance pas grand-chose, le schmilblick comme on dit. Mais par contre, pouvoir trouver les mots pour leur expliquer, écoute, aujourd'hui, me prends pas trop la tête parce que je suis vraiment limite au niveau des nerfs. Ou bien, aujourd'hui, il va falloir que tu pondes le linge parce que je peux pas lever les bras plus haut que ça, ou sinon je vais hurler. Ou des choses comme ça. Il faut pouvoir leur expliquer parce que c'est très déconcertant pour nous de se lever le matin et de ne pas savoir si on va pouvoir assumer la journée, oui ou non. De même d'une heure à l'autre, avoir prévu de faire quelque chose et puis une heure après se dire mais non c'est totalement impossible alors qu'il y a une heure c'était possible. C'est très déconcertant pour nous déjà. Alors imaginez pour les personnes qui ne le vivent pas, qui ne le sentent pas, qui ne le ressentent pas, qui ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre que oui, aujourd'hui, je suis allée faire un pique-nique avec vous et que non, demain, je n'irai pas te conduire au magasin chercher ton stylo parce qu'il n'y a pas moyen que je tourne le volant. Enfin, voilà. Donc, il faut trouver un équilibre. Il faut pouvoir expliquer aux proches pour qu'ils comprennent, mais sans trop les bassiner. Bonne chance là-dessus, hein, parce que moi, on me dit tout le temps que je me plains. Alors, bon amusement. Ciao.